Aujourd'hui sur Media Moula, le podcast qui explore le futur des médias sous l'angle de la monétisation et de la croissance, on va parler content commerce avec Clément Grandjean d'Humanoid. Salut Clément, Bonjour Ronan, tu vas bien? très bien et toi? Super, merci beaucoup. Bah, écoute, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Je vais Merci. commencer par te demander de te présenter. Merci, donc je suis Clément Grandjean, donc je suis en charge du content commerce dans le groupe Humanoid. Donc on édite les médias Frandroid, Numérama, Mademoiselle et Lemon. Ça fait un peu plus de 7 ans que je suis dans l'entreprise, donc j'ai pu mettre en place toute la stratégie content commerce qu'on applique sur nos médias au quotidien. Et on a toujours plein de beaux projets chez Humanoid. Alors, je peux pas parler de tout, mais c'est toujours aussi intéressant d'y être après tant d'années. Ok, super. Bah, justement, si tu veux un peu développer sur Humanoid, le quoi, le qui, le comment, le pourquoi, je te laisse choisir les points qui te paraissent le plus intéressants. Une rapide présentation du groupe et peut-être de vos objectifs là, sur les prochains mois, les prochaines années. Alors, Humanoid, c'est un groupe qui s'est monté autour, alors à l'époque, on appelait ça plus un blog, Frandroid, qui s'est monté en fait assez rapidement après l'annonce d'Android, donc ce nouveau système d'exploitation annoncé par Google il y a maintenant pas mal d'années, ça ne rajeunit pas. Et l'histoire de Frandroid, c'est trois cofondateurs qui ont monté le blog, donc c'est des vrais passionnés d'Android. L'objectif du blog, dans un premier temps, c'était de suivre les premiers smartphones, comme on les appelait déjà à l'époque, mais de suivre aussi l'actualité du système d'exploitation, l'actualité, tout l'écosystème applicatif qui s'est créé autour d'Android. Le média a bien grandi, enfin le blog a bien grandi, parce que c'est devenu un média par la suite, toujours dans cette spécialité. Et pour du coup épauler sa croissance, les trois cofondateurs sont passés à plein temps dessus et ont lancé la société Humanoid. Euh, du coup, le média a continué de pas mal se développer. Le média était rentable, la société aussi, ce qui est quand même assez rare dans le milieu des médias pure player. Et du coup, Emmanuel a pu faire l'acquisition de Numérama assez rapidement. Donc ça remonte déjà à pas mal d'années, mais Numérama était historiquement un site qui traitait des différentes problématiques du numérique, autour de la neutralité du net, de l'aspect légal. Déjà à l'époque, on parlait beaucoup de confidentialité des données sur Numérama. Et après nos refontes, on a pu pas mal étendre la ligne éditoriale du média pour parler de science, de pop culture, de jeux vidéo, de cybersécurité. Pour continuer un peu l'historique, Frandroid a entamé une grosse refonte en 2020 pour sortir justement de cet aspect très smartphone, très Android et devenir un média de référence sur les nouvelles technologies au sens large. Donc on a commencé à recruter beaucoup à cette époque. Donc on a recruté des journalistes qui sont spécialisés sur différentes catégories de produits, donc sur l'audio, sur la voiture, sur la télé, sur le sport connecté, etc., pour devenir finalement, comme on était déjà un média de référence sur les smartphones, s'étendre à deux nouvelles catégories, mais en gardant une vraie expertise. C'est pour ça qu'on va pas parler de tout et de n'importe quoi sur Frandroid, mais on va vraiment, quand on introduit une nouvelle catégorie de produits ou de services, investir vraiment dedans, recruter des experts et se donner les moyens d'être les meilleurs dans cette catégorie. En 2020, c'était une grosse année parce qu'on a aussi fait l'acquisition de Mademoiselle. Donc là, pour la première fois pour Emmanuel, on sortait des nouvelles technologies. On voulait se développer l'expertise qu'on a acquise sur les médias pure player, sur d'autres catégories de médias. Donc Mademoiselle était un très bon client pour ça. On a pu vraiment relancer le média, redynamiser la ligne éditoriale et toujours dans l'ADN du média, mais en donnant plus de moyens pour aller plus loin, développer aussi beaucoup les sujets vidéo sur Mademoiselle. Et récemment, donc là, ça fait seulement quelques mois, on a annoncé l'acquisition de Lemon. Lemon qui est du coup historiquement un comparateur de services spécialisé dans le télécom. On a un rôle de recommandation de télécom très fort sur Frandroid depuis de très nombreuses années. On a vraiment envie d'étendre cette expertise avec un média dédié. C'est pour ça qu'on s'est orienté vers Lemon, qui est vraiment un très bon support et on va au même titre que Numérama et Mademoiselle précédemment, investir pour en faire un vrai média de qualité sur ces sujets-là. Donc voilà, petit Ok. historique de l'entreprise et puis pas mal d'actualités à venir, mais je vais pas spoiler. D'autres acquisitions?
On regarde toujours effectivement le marché pour voir les opportunités. Après, on aime bien y aller progressivement aussi, parce que bon, Mademoiselle, on l'a intégré en 2020, ça fait déjà 4 ans. Là, on est sur Lemon. On a plein de projets autour de Lemon. J'espère que je pourrai en parler très rapidement. Et après, oui, bien sûr, on regarde les différents sujets marchés, mais là, on commence à avoir pas mal, pas mal de sujets actuellement chez Manoid. Donc, c'est cool, on s'ennuie pas. D'accord. Et justement, je te demandais si vous aviez d'autres acquisitions prévues, parce qu'il semble que ces dernières années, la croissance est relayée par des acquisitions externes. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que ce sont des opportunités qui se présentent à vous et vous vous dites finalement ça sert à rien de lancer un site de zéro? Ou est-ce que vous sentez que le marché est trop complexe en ce moment pour lancer un site de zéro? Alors ça, c'est une bonne question. Alors déjà, on continue vraiment de développer tous nos médias, toute notre croissance n'est pas forcément basée sur l'acquisition externe, et notamment, Frandroid a réalisé une très grosse croissance depuis la refonte. Aujourd'hui, c'est le premier médiathèque, si on se base sur les 12 derniers mois, médiamétrie. C'était notre objectif. On est très content de l'avoir atteint. Sur Numérama, on développe aussi beaucoup de sujets. On a renforcé les équipes pour pouvoir vraiment venir aussi étendre la ligne éditoriale et même dynamique sur Mademoiselle. Donc finalement, on va vraiment chercher de la croissance sur tous nos supports. Concernant les acquisitions externes, c'est toujours plus simple de mettre en place une acquisition externe, de récupérer déjà un site qui a une audience, une dynamique, une ligne éditoriale, ça c'est très important, un nom de marque, pour pouvoir venir développer ces bases en fait avec notre expertise pour pouvoir aller plus loin sur ces sujets, que ce soit des expertises éditoriales, des expertises de monétisation, des expertises techniques. On opère tout nous en interne, on a toutes nos équipes, on travaille presque pas avec des externes. On veut vraiment avoir un savoir-faire humanoïde qu'on développe. Effectivement, ce savoir-faire, on pourrait aussi le mettre en place sur le fait de lancer des nouveaux supports, mais finalement, on aime bien mettre en place plus des nouveaux projets sur nos supports actuels que lancer un support from scratch et venir du coup développer des opportunités sur d'autres médias sur lesquels on peut avoir des opportunités d'acquisition. Ok, très bien. Et donc quand tu parles de développer les médias existants, c'est au niveau de la croissance du trafic. J'imagine que vous avez d'autres objectifs également par rapport à la monétisation, à la rentabilité des sites. Comment vous choisissez vos objectifs? Vous vous dites si le trafic augmente, la monétisation et les revenus vont augmenter? Ou est-ce que vous vous dites, bon, bah là, on a peut-être un cap de trafic sur ce site, et donc vous allez chercher des objectifs de croissance par peut-être augmenter le taux de conversion sur vos pages de recommandations produits ou des choses comme ça? Ou est-ce que vous traitez tous les sujets en même temps? On va vraiment traiter tous les sujets en même temps. Pour nous, il n'y a pas forcément un cap de trafic qui existe. Effectivement, bon après, une fois qu'on a ranké par exemple une page sur extrêmement bien sur les moteurs de recherche, on imagine qu'il y a un cap sur cette requête, mais ça peut nous en permettre d'en développer d'autres. Euh, et au-delà du trafic qui est directement présent sur le site, quelque chose qu'on développe beaucoup, c'est finalement notamment les sujets vidéo, donc via les réseaux sociaux où on peut finalement attendre une croissance, j'ai envie de dire presque infinie, enfin du moins jusqu'à la limite du marché francophone. Mais c'est aussi là-dessus qu'on mise notre développement, c'est de se dire aujourd'hui comment fidéliser une audience, comment installer une image de marque sur à la fois nos supports médias écrits, j'ai envie de dire, mais aussi les autres médiums qu'on peut utiliser pour relayer notre qualité d'information. Donc ça va vraiment dépendre, mais effectivement on va essayer de mettre en place tous les leviers qu'on peut, donc et développer des nouveaux pans des lignes éditoriales, plus effectivement travailler tous les sujets d'optimisation sur la partie affiliation, tant que c'est dans l'intérêt du lecteur, on va jamais par exemple forcer des clics sortants, etc. Et puis voilà aussi se développer sur d'autres médiums. Donc on va mettre en place, on va dire, toutes les cartes, toutes les chances de notre côté pour pouvoir réaliser de la croissance d'audience, de revenus, etc. Ok, top. Écoute, je te propose de passer à la partie qui va peut-être être la plus importante du podcast, c'est le content commerce. Toi, c'est ton dada. T'as la double casquette CPA et humanoïde. On en parlera peut-être un peu plus tard. Peut-être est-ce que tu peux définir ce qu'est le content commerce selon toi et la vision de humanoïde, la vision du content commerce chez humanoïde.
La définition du content commerce varie fortement en fonction des éditeurs, des sociétés médias ou des différents producteurs de contenu. En tout cas, chez Humanoid, notre vision du content commerce, c'est simple, c'est des contenus avec des liens affiliés dedans, qui sont des contenus éditoriaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est des contenus. L'affiliation, c'est un modèle de monétisation qui apporte une vraie force, une vraie indépendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a de l'affiliation avec un e-commerçant, par exemple, on va avoir de l'affiliation avec tout son catalogue. Donc ça offre une liberté totale sur le fait de recommander tel produit, aussi de ne pas recommander tel produit, pour transmettre de manière indépendante ces recommandations à nos lecteurs. Donc pour nous, le content commerce, c'est du contenu éditorial, c'est du contenu qui est produit par nos journalistes, par nos experts, des personnes qui connaissent vraiment les produits, pour qu'ils apportent des vraies recommandations à nos lecteurs, qui se disent, bah voilà, demain je viens d'acheter un smartphone, j'hésite entre deux smartphones. Et ben l'objectif de Frandroid et de nos supports, c'est de répondre à cette question. C'est que le lecteur soit content de son achat, que ce soit un achat qui soit durable dans le temps, qu'il n'ait pas besoin de le changer d'ici un an, si sa batterie ne marche pas, etc. Et par exemple, pour rester sur l'exemple des smartphones, et du coup venir intégrer des recommandations de produits, venir intégrer un service, donc où est-ce qu'on peut acheter typiquement ce produit le moins cher actuellement, tout en étant totalement indépendant sur la production de ces contenus. Donc ça prend plusieurs formes. Ça peut être ce qu'on appelle des guides d'achat, donc ce que je disais, hein, des sélections par catégorie de produits. Ça peut être aussi des tests. Pour moi, les tests rentrent dans la case content commerce, donc parce qu'en fait, on va venir apporter des recommandations d'achat ou non sur un produit, et souvent on va retrouver des liens affiliés dans les tests produits. Donc on rentre dans cette case de contenu éditorial qui propose des liens affiliés. Et on va aussi faire sur Frandroid des bons plans. Donc les bons plans pour nous, c'est aussi du contenu éditorial. On a des équipes aujourd'hui qui sont expertes sur les bons produits, mais aussi sur leur prix. De se dire ok, ça c'est une bonne offre, on l'a jamais vu à ce prix-là ce produit, ou au contraire ça c'est moins intéressant. Et eux leur but c'est vraiment de sélectionner indépendamment les bonnes offres, les offres qu'ils pourraient recommander à leurs amis, à leur famille, et de mettre en avant ces recommandations dans des articles complets qui vont pas juste avoir un paragraphe sur le produit, et qui vont vraiment rentrer en détail sur ok, ce produit-là, qu'est-ce qu'il vaut à un instant T. Typiquement, un smartphone, il reçoit des mises à jour. Peut-être que les mises à jour ont apporté des nouvelles fonctionnalités qui peuvent venir à améliorer l'expérience du produit, ou au contraire, c'est déjà arrivé que des mises à jour ralentissent un produit, ou détériorent son expérience. Donc, ces bons plans vont venir expliciter ça pour que le lecteur ait finalement toutes les informations qu'il ait besoin avant d'acheter ou non le produit. Donc ça nous permet d'avoir d'excellents taux de transformation, mais aussi de pouvoir fidéliser nos lecteurs en fait qui font confiance dans nos recommandations. On voit énormément de partages sur nos articles, donc certains lecteurs fidèles de Frandroid qui peuvent partager des bons plans à leurs amis, etc. parce qu'ils savent que les recommandations qu'on met en place sont pertinentes. Et l'équipe Bon Plan, elle est structurée différemment de l'équipe de test. Elles sont complètement indépendantes? Ou ce sont les Toutes ces mêmes? équipes sont dans la rédaction. Donc la rédaction, c'est une grande équipe. Par exemple, si je prends la rédaction de Frandroid, c'est une équipe qui est composée de rédacteurs et de journalistes. Du coup, on va avoir des experts dans certaines catégories de produits, hein, plusieurs experts smartphones, des experts audio, des experts télé, des experts mobilité, vélo, voiture, etc. Et on va avoir dans la même rédaction une équipe qui est en charge des bons plans et qui va échanger toute la journée avec ces experts. Dès qu'ils ont un doute, dès qu'ils ont besoin d'avoir des informations complémentaires sur un produit, c'est leurs collègues, hein, ils sont à côté, hein, donc ils vont pouvoir vraiment créer cet échange qui, à la fin, est nécessaire pour nos lecteurs, pour nos recommandations. Mais c'est aussi le cas de l'équipe guide d'achat, qui sont un peu des équipes transverses, c'est-à-dire l'équipe qui fait les guides d'achat, l'échange aussi avec la rédaction, c'est les rédacteurs qui vont dire ok, là celui-là tu peux intégrer ce produit dans le guide, celui-là tu le mets en avant, c'est vraiment le meilleur pour moi, celui-là c'est le bon rapport qualité-prix, mais c'est pas la première recommandation, et en mettant en avant du coup les points forts, les points faibles des produits auprès du coup du rédacteur qui est en charge du guide d'achat. Et il a comme ça lui permet vraiment d'avoir toutes les informations en main pour faire un guide complet sur la catégorie de produits, en mettant en avant des recommandations d'experts. Donc ils ont aussi un rôle de vulgarisation des caractéristiques techniques, ou des informations complexes des produits, pour finalement un guide d'achat qui soit accessible au plus grand nombre. Donc toutes ces équipes éditoriales sont dans la même équipe, ils dépendent du rédacteur en chef, et c'est une vraie force. Je pense qu'on est un des seuls médias à mettre en place cette dynamique.
Est-ce que vous avez des outils en interne qui vous permettent de traquer alors le prix des produits ou les nouveautés qui sortent? J'imagine que vous êtes contacté par les services presse des marques, mais il y a tellement d'innovations aujourd'hui que c'est quand même assez compliqué de suivre toutes les évolutions, toutes les mises sur le marché. Est-ce que vous avez développé des outils de veille? Alors, en outil de veille, oui, bien sûr. Bah ça, c'est plus du côté de nos journalistes qui ont l'habitude, aujourd'hui, un bon journaliste met en place une veille quotidienne sur sa catégorie de produits. Donc, c'est finalement eux qui vont remonter les différentes opportunités. Parfois, on va aussi avoir des informations des marques, donc que ce soit des informations publiques ou des informations sous embargo, sur lesquelles on s'engage de ne pas les dévoiler avant une date convenue, mais ça nous permet, nous, de préparer le contenu en amont. Ça n'empêche pas que ça soit du contenu indépendant, mais ça permet juste d'être prêt, entre guillemets, pour les annonces des produits. Et après, sur les outils qu'on a en interne, on a développé depuis assez longtemps notre propre comparateur de prix. Donc on va récupérer les offres des différents e-commerçants et on va pouvoir du coup les intégrer dans nos contenus de manière bah pareil indépendante, hein. Les prix sont triés par prix tout simplement, donc ça offre à la fois un service au lecteur et pour nous des revenus sur la partie affiliation. Ok. On sait quand même que les tests, surtout sur des produits comme les smartphones, peuvent être quand même assez compliqués, chronophages. Et encore une fois, il y a de plus en plus de produits qui sortent, le rythme des innovations s'accélère. Comment vous structurez vos équipes pour arriver à produire autant de contenu sans dégrader la qualité, tout en maintenant le cap sur le marché qui pousse beaucoup d'innovations? Alors, je vais pas trahir de secret, parce qu'on a effectivement optimisé nos process depuis beaucoup d'années pour être en capacité de produire, on va dire, une quantité de contenu de qualité importante. Ce que je peux dire, c'est que, bah, notamment sur les tests, on a des protocoles de test par catégorie de produits. Un test, c'est pas juste un journaliste qui va dire, ok, ce produit je l'aime bien, je l'aime pas. Non, il y a des vrais protocoles qui sont mis en place. Typiquement sur l'autonomie, on a un vrai test d'autonomie qui va être lancé. C'est le même test sur tous les smartphones, que ce soit des iPhones, des smartphones Android, etc. Et qui va stimuler des usages concrets. Donc ça va passer un appel, ça va envoyer un SMS, ça va ouvrir une application, ça va ouvrir Maps, etc. De manière automatique. Et ça, c'est le même test qui est proposé sur tous les smartphones. Et le fait de simuler comme ça un usage concret, bah ça donne une donnée sûre. En fait, on sait que le smartphone, il a en moyenne tant d'heures d'autonomie. Donc le test, on va le relancer plusieurs fois, parce que bon, parfois, voilà, il y a des smartphones qui optimisent plus ou moins différemment leur application. Donc on est vraiment sur la même base. Le but, c'est de standardiser en fait ces tests-là pour bah, offrir une information qui est réelle à nos lecteurs. Savoir est-ce que c'est ce smartphone ou celui-ci qui a la meilleure autonomie, bah, on est capable de donner la réponse. Pareil sur le plan des performances, il y a énormément de benchmarks qui existent sur le marché, des benchmarks qui sont cross-platform. Donc si vous savez pas, un benchmark, c'est un petit logiciel qui va tourner et qui va simuler une forte activité sur un processeur, sur un PC, sur une tablette ou autre, pour bah, voir entre guillemets où est sa limite, quelle est la performance maximale qui peut générer, et ça permet tout simplement de dire bah ok, par exemple ce PC est plus puissant que ce PC là, et bah, ça pareil, c'est des benchmarks qui sont standardisés. Bon, on n'est pas les seuls à l'utiliser, mais euh, mais c'est quelques exemples aujourd'hui de choses qu'on met en place sur nos tests pour être sûr déjà de mettre en place un bon contenu, une bonne information auprès de nos lecteurs, et finalement, donc je reprends un peu l'aspect redondant, bah pas forcément, parce que quand on est vraiment expert sur une catégorie de produits, c'est souvent qu'on est principalement un passionné. Et quelque chose qu'on adore faire chez nous, bah, c'est de un peu faire des paris sur quelle autonomie va avoir le smartphone, sur notre test d'autonomie, etc. Enfin, on va dire qu'on est des geeks avant tout, donc c'est des choses qui nous passionnent. On est tous comme des enfants à chaque fois qu'on reçoit le dernier flagship du moment, à le fouiller en fond en comble. Donc non, comme on est des vrais passionnés, je pense qu'on n'a pas cette problématique de tests rébarbatifs, et au contraire, on est content justement de pouvoir être sur le devant de la scène pour découvrir en avant-première toutes les innovations qui peuvent être disponibles sur les différentes catégories de produits qu'on traite. Ok. Parce que c'est vrai que au niveau du groupe humanoïde, vous testez aussi bien des crèmes beauté sur Mademoiselle que des voitures sur Numérama ou des smartphones comme on parlait sur Frandroid. C'est pas les mêmes personnes qui testent tout ça, hein. J'imagine. Mais c'est pour ça, moi ça m'a toujours un peu intrigué de comprendre la structure interne des médias.
pour arriver à faire du contenu, encore une fois, qualitatif, régulièrement, sur des produits aussi divers. Alors forcément, effectivement, les équipes Mademoiselle sont différentes des équipes Frandroid, etc. Mais j'imagine qu'il y a quand même des process ou comment dire, des bonnes pratiques qui sont transversales au niveau édito. Alors, est-ce que les différentes équipes vont communiquer de Mademoiselle à Frandroid? Est-ce que si vous trouvez un truc qui marche et tu dis, ah bah tiens, ce format de test, il a bien fonctionné, peut-être que ça va intéresser les autres équipes, ou est-ce que chaque rédaction est vraiment cloisonnée? Alors, chaque rédaction est vraiment cloisonnée. Pour le coup, il y a des échanges qui se font entre les rédactions en chef. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on a vraiment des passionnés chez nous sur les différentes catégories de produits. Donc, c'est surtout eux qui vont être, c'est nos ressources, enfin nos journalistes qui vont être vraiment, qui vont offrir un esprit d'initiative pour mettre en avant soit des nouvelles catégories de produits, s'ils ont envie d'en parler, soit des évolutions sur nos méthodes de travail, sur nos tests. Mais finalement, chaque rédaction est assez splittée. Ça permet de garder une indépendance éditoriale forte, bien entendu, mais aussi de pouvoir avoir des rédactions qui ont une identité propre. C'est pas parce que quelque chose a bien marché sur Frandroid que ça marcherait sur Numérama. Et si on se retrouvait à faire la même chose sur tous nos médias, on perdrait un peu en identité. Donc non, on a vraiment pour objectif de venir apporter une expertise différente sur chacune des rédactions. Et là, on va avoir plus des similitudes, c'est sur le socle technique. Aujourd'hui, tous nos médias sont basés sur la même architecture technique, ce qui nous permet aujourd'hui, quand on a des innovations à mettre en place sur ce plan-là, de pouvoir les déployer facilement sur chacun des médias. Mais sur la partie édito, on aime bien garder en tête que chaque média a son identité et ses valeurs propres. Super. Bah, écoute, tu me tends une perche parce que j'avais une question sur les tests, mais pas les tests produits, les tests que vous faites, ou que vous ne faites pas, je sais pas, sur vos sites. Par exemple, l'optimisation du CTA pour qu'il y ait plus de clics sortants, ou si tu vois qu'il y a un bounce rate qui est trop important sur une landing page. Est-ce que vous avez une équipe interne comme ça qui s'occupe de l'optimisation des sites, de la vitesse de chargement des pages, etc. Et ça, est-ce que c'est une équipe encore une fois cloisonnée par rédaction, ou c'est une équipe globale? Alors là, on parle plus de nos équipes techniques. Du coup, effectivement, c'est des équipes qui sont globales pour tous les supports. Ça permet d'avoir une vraie expertise au global sur tous les sujets techniques de notre groupe, mais aussi, alors, c'est assez simple à dire, mais il y a quelqu'un qui part en vacances, quand s'il y a un problème sur un site, tout le monde est en capacité de le résoudre chez nous. Donc, pour ça qu'on travaille surtout avec des développeurs full stack qui vont vraiment maîtriser du front au back, à l'architecture technique de nos supports pour être en capacité de répondre aux différentes problématiques qu'on peut avoir au quotidien sur des serveurs qui hébergent des supports médias et sur toute notre stack logicielle qui l'entoure. Donc là-dessus, oui, on a des équipes donc globales, mais qui sont une équipe qui est très importante et du coup, ça nous permet de mettre en place notre savoir-faire sur chacun des supports et qui s'occupe aussi bien entendu à la fois de la partie optimisation back, mais aussi optimisation sur le front pour venir optimiser l'interface de nos sites et leur performance pour qu'à la fois on puisse les consulter sur n'importe quel device. Je me souviens, il y a quelques années, on s'était amusé à faire tourner Frandroid sur un frigo connecté, ça marche très bien. C'était pas le cas de tous les supports médias, donc on était très contents. Mais aussi d'offrir une interface, une UX et une UI qui est pertinente pour tous nos utilisateurs sur les différents devices qui peuvent être utilisés pour consulter nos médias. Donc là-dessus, on est vraiment sur un savoir-faire interne qu'on a développé au fur et à mesure du temps et qu'on souhaite conserver. Mhm. Et aujourd'hui, juste pour rétropédaler un peu sur le content commerce, est-ce que tu peux nous dire la part que ça représente chez Humanoid par rapport aux autres moyens de monétisation que sont le CPM, les OPS que vous pouvez mettre en place, donc les opérations spéciales avec les annonceurs? Est-ce que tu peux partager des chiffres, ou peut-être des... Aujourd'hui, on a trois leviers de monétisation de nos supports, comme tu l'as dit. Donc, ça va être tous les sujets content commerce, donc surtout éditoriaux, avec tout ce qui va être les comparateurs de prix, les relais qu'on peut mettre sur nos bons plans, etc. On va avoir toute la partie OPS. On a une agence en interne, ça s'appelle Humanoid XP, qui est composée à la fois de commerciaux, mais aussi de rédacteurs qui sont d'anciens journalistes. Du coup, ils connaissent très très bien les catégories de produits qu'on traite sur
sur nos supports et puis qui sont en capacité de mettre en place des lives, des opérations vidéo, même des événements. Et c'est vraiment une super équipe qui est ultra polyvalente sur ces sujets-là. Donc ça nous permet d'opérer en fait toutes nos opérations en interne. Et du coup, le troisième levier de monétisation, c'est effectivement tout ce qui va être programmatique, display, qui est aussi géré en interne de notre côté avec plusieurs partenaires pour aussi avoir ce savoir-faire de aujourd'hui c'est des choses qui arrivent au quotidien dans l'univers des médias, mais il y a une pub qui s'affiche mal sur le site, ou il y a une campagne qu'on n'aurait pas envie de voir sur nos médias, bon, on est en capacité de pouvoir la gérer nous-mêmes sans passer par des régies externes plus ou moins efficaces. Voilà, on va avoir trois leviers de monétisation aujourd'hui sur Humanoid, et c'est trois leviers qu'on opère en interne. Top. En ce qui concerne l'aspect recommandation, vous êtes un éditeur, oui, c'est sur Frandroid que vous avez fait des tests et vous faites du live shopping. Ce qui est, alors il y a tout un buzz autour du live shopping il y a quelques années, ça a bien démarré. On a l'impression qu'en France, vous êtes un des seuls médias à le faire. Enfin, du moins de mes recherches, je n'ai pas trouvé qu'ils le font régulièrement comme vous le faites. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, nous donner un peu plus de détails, voilà, sur le live shopping dans votre groupe? Ouais, totalement. Bah, déjà pour revenir sur le content commerce, pour moi, la définition du content commerce, c'est du contenu avec des liens affiliés dedans qui ont pour but de recommander des produits ou non. Pour moi, le contenu, c'est pas que du texte. C'est-à-dire que on a souvent l'image du contenu, un article, un guide, etc. Mais pour moi, le contenu, c'est aussi de la vidéo. Et de la vidéo, il y en a plein des formats. On va retrouver de la vidéo YouTube assez classique, donc du format monté 16 neuvième, qui peut durer entre 5 et 20 minutes. On va retrouver du format court, hein, donc ça va être du format TikTok ou Instagram ou YouTube Short, donc du format qui est surtout destiné à un visionnage sur smartphone. Et on va voir aussi du live. Et le live, c'est quelque chose qui se développe très très bien. Et du coup, on a beaucoup investi dedans pour voilà, mettre en place à la fois une expertise chez nous pour continuer cette stratégie de gérer tous nos savoir-faire en interne. Donc, on a une vraie équipe vidéo aujourd'hui qui gère plein de sujets dans les lives. On a monté un studio aussi, donc je pense qu'il y a un des studios les plus ambitieux du Twitch français, qu'on a mis en place, voilà, à la fois un bureau sur mesure, un panneau LED derrière. On doit avoir 5-6 caméras dans le studio, plus une caméra Top Shot pour prendre main des produits, enfin des écrans partout. Enfin, le studio a été vraiment un très beau projet. Il est vraiment très impressionnant à voir aujourd'hui. Et encore hier, on a fait un super live dedans. Et c'est vrai que le rendu, enfin, on est content de l'investissement pour le rendu qu'on a à la caméra. Et puis même nos lecteurs le voient et on est vraiment très content de pouvoir développer ce nouveau médium avec eux. Et donc voilà, notre stratégie aujourd'hui, c'est de se développer finalement sur tous les leviers qui peuvent exister sur la vidéo, que ça soit voilà de la vidéo montée, de la vidéo plus courte ou du live. Et sur la partie live shopping, effectivement au début, voilà, on entendait beaucoup de bruit, voilà, surtout autour de 2020. Donc c'est le moment où on a commencé à faire nos premiers lives et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai potentiel de se développer sur ce levier-là. Et on a tout de suite, voilà, on a vraiment investi dès le début pour être les meilleurs sur la partie live. C'est pour ça qu'on a aussi choisi de travailler sur Twitch, parce qu'on avait plein de possibilités de faire des live shopping sur plein de plateformes différentes. Pour nous, Twitch aujourd'hui, c'est la plateforme des lives, notamment sur le marché français. C'est là où on va retrouver finalement tous les streamers. Si on veut du contenu en live, on a plus l'habitude d'aller sur Twitch, et on est aussi des utilisateurs de la plateforme à titre individuel. Donc pour nous, c'était logique de mettre en place ces sujets de live shopping sur Twitch, même si aujourd'hui voilà la plateforme peut encore mettre en place quelques optimisations pour notamment intégrer des produits ou autres sur le player. On pense que c'est celle qui a le meilleur reach, et on commence à avoir une très très bonne audience organique dessus. Donc voilà, notre stratégie aujourd'hui, c'est de se développer sur d'autres médiums, et sur les lives, on est très content du résultat, et en toute transparence, ça a aussi bien marché que maintenant chez nous. Donc très belle année 2024 pour le live shopping. Ok. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez développer sur d'autres secteurs? Est-ce que Mademoiselle, par exemple, pourrait faire du live shopping? Est-ce que c'est déjà le cas? Ah bah, Mademoiselle fait souvent des lives. Alors pour nous, le terme live shopping, ça va être finalement un live avec des produits dedans, mais il y a plein de façons de l'adresser. Et sur Mademoiselle, on va plus faire des lives, donc
sans produit. Et on a fait notamment pas mal de, on a fait un très beau live récemment sur les européennes. On a pu recevoir plein d'experts du sujet qu'on pu mettre en place un débat dans notre plateau toujours. Donc là, on sort vraiment de l'aspect recommandation de produits, mais on rentre dans un aspect éditorial live qui est très intéressant, toujours dans cette dynamique de ce qu'on sait faire à l'écrit aujourd'hui, on peut le faire en vidéo sur plusieurs formats. Donc ça soit des contenus en lien avec le content commerce ou des contenus journalistiques qu'on aurait traités sur les médias. Et comment tu expliques qu'il n'y ait pas tant de groupes médias que ça, qui pourtant ont des moyens, qui arrivent à se lancer ou qui osent se lancer sur le live shopping? Est-ce que c'est une question vraiment d'investissement, de technique, d'audience? C'est un peu des trois en fait. Aujourd'hui, pour mettre en place une bonne stratégie live shopping, ça demande dans un premier temps d'avoir des gens qui savent faire des lives. Et ça, c'est des compétences qui sont finalement assez rares. C'est des personnes souvent qui viennent du milieu de l'e-sport ou des jeux vidéo, ou alors qui ont travaillé sur des sujets télé. Donc c'est des compétences qui peuvent être très différentes de l'une à l'autre et trouver des bonnes équipes pour mettre en place des lives. Aujourd'hui, c'est un challenge en tant que tel. Après, effectivement, sur l'aspect matériel, c'est le studio qu'on a mis en place chez Humanoid, ça a été sans aucun doute un des plus gros investissements qu'on a pu faire, enfin d'un investissement matériel, parce que un live, c'est pas au smartphone, c'est plusieurs caméras, c'est une régie complète, nous on a mis en place un panneau LED, des bureaux dédiés sur mesure, énormément d'éclairage, donc c'est à la fois un investissement de matériel, mais aussi un investissement d'espace, parce qu'on est en plein cœur de Paris et ça prend de la place, ça coûte assez cher pour pouvoir mettre en place ce type de studio. Donc ça peut être un investissement majeur pour des groupes médias. En tout cas pour nous ça l'a été, mais on voit ça vraiment comme un investissement sur le long terme pour être sûr qu'aujourd'hui on est en capacité de mettre en place des lives de qualité, à la fois visuellement qualitatifs, mais aussi qualitatifs dans ce qu'on dit. Et du coup c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de développer récemment. Un live qu'on a fait typiquement récemment, c'était avec Jean-Baptiste Kampf, un des fondateurs enfin aujourd'hui président de Vidéoland, donc VLC et plein d'autres projets derrière. Et c'était un des lives les plus intéressants que j'ai eu l'occasion de regarder. Étant technophile moi-même, c'était une vraie opportunité d'avoir un profil comme Jean-Baptiste sur notre plateau. Et la discussion qu'on a émergée était passionnante sur justement les différentes problématiques qu'il peut y avoir autour de la vidéo. Et ces technologies, elles sont utilisées par tout le monde. Elles sont utilisées par Google sur YouTube, elles sont utilisées sur les iPhones, elles sont utilisées sur Android, enfin sur Chrome. Donc finalement, c'est un contenu qui était vraiment passionnant à regarder. On n'a pas parlé de produits, hein, donc on était plus sur du live que du live shopping, mais c'est avec les mêmes codes qu'on produit du live shopping aujourd'hui. Donc développer ces sujets-là en vidéo, c'est un vrai vent de fraîcheur et c'est un plaisir de pouvoir travailler ça avec les équipes. D'accord. Est-ce que vous réfléchissez à des nouveaux formats là, sur les prochains mois pour booster encore plus le content commerce chez Humanoid? Alors je peux pas trop trahir quelques secrets. On est effectivement sur plusieurs projets. Bon, c'est un secret pour personne qui arriveront sûrement avant le Black Friday. C'est un gros marronnier chez nous. Enfin, j'ai beaucoup de médias chez tout le monde, je pense, surtout et aussi chez les annonceurs. Donc on travaille pas mal de beaux sujets d'ici novembre. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui on a prévu d'intensifier effectivement les live shopping. C'est quelque chose sur lequel on travaille, on investit très régulièrement. On va aussi développer les équipes. On a pas mal de recrutements qui sont en cours. D'ailleurs, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à aller voir notre page Welcome to the Jungle. On a vraiment beaucoup de postes ouverts chez Humanoid et on agrandit en permanence les équipes. Et après, sur ces autres sujets, on se montre aussi, on prévoit l'avenir, mais on aime bien aussi tester des choses. Moi, j'aime bien qu'on garde cette latitude de se dire qu'on a une idée le vendredi et alors en ligne, on a une idée le lundi, elle est en ligne le vendredi. Donc finalement, l'innovation, elle est prévue à la fois sur le long terme, mais aussi sur le court terme, en étant très réactif en fonction des évolutions du marché. Ça, vous arrivez à être aussi agile que ça, avoir une idée peut venir de n'importe qui, elle est communiquée en interne et vous dites ok, bingo, on la teste.
Pour nous, c'est une priorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, avoir l'esprit d'initiative dans nos équipes, c'est fortement recommandé. C'est pas parce qu'un rédacteur n'a pas de compétences en UX qu'il n'a pas le droit de dire qu'un bouton est pas au mauvais endroit. Enfin, c'est un exemple que je donne, mais c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite encourager. Et du coup, oui, garder une agilité sur la manière dont on travaille nos projets, c'est vraiment primordial. On travaille dans les médias ça évolue tout le temps. On a besoin de suivre cette évolution, même Internet évolue tout le temps, donc on doit être les premiers à suivre le mouvement. Du coup, on a vraiment optimisé nos process dans ce sens-là. On évite de faire des réunions de plus de 45 minutes, c'est un peu la limite chez nous, et pas plus de 2-3 par jour, hein, c'est le grand maximum. Quand on veut mettre en place un projet, on a des process qui sont vraiment optimisés pour savoir si c'est un process un projet court terme, un fixe, un projet moyen terme ou long terme avec des personnes qui sont dédiées sur ces différents sujets et on veut vraiment garder effectivement une forte agilité. Donc forcément, en fonction, au fur et à mesure que la boîte grandit, on met en place plus de process, plus de validation, plus de sujets autour des parties RH, même de structurer un peu mieux les équipes, etc. Mais cette agilité, on se doit de la garder et on fait tout pour. C'est quelque chose auquel je tiens aussi à cœur. Ok. Et quelle est selon toi la plus grosse opportunité là, pour un entrepreneur qui aimerait se lancer dans l'univers des médias et en utilisant le content commerce comme la source principale de monétisation? Qu'est-ce qui te chauffe le plus en ce moment où tu te dis tiens, ça c'est super intéressant, il y a un boulevard. Alors ça peut être des secteurs que vous couvrez chez Humanoid ou des secteurs que vous ne couvrez pas ou pas encore. Quelles sont vraiment les choses qui t'excitent le plus dans le content commerce en ce moment? Bah, l'avantage du content commerce, c'est qu'on peut en faire sur n'importe quelle catégorie de produits, en fait. Enfin, pratiquement, toutes les catégories de produits qui sont en place en affiliation. Donc, pour moi, on peut mettre en place des médias content commerce sur des catégories de produits où il n'y en a pas aujourd'hui. Il y a énormément de catégories de produits où on trouve finalement très très peu de contenu, que ça soit du contenu écrit ou du contenu vidéo sur ces produits-là. Je pense qu'il y a aussi d'autres catégories de produits qui commencent à être un peu bouchées. C'est notamment le cas de la tech. Il y a quand même beaucoup de médiathèques sur le marché français. Donc là, ça me paraît plus compliqué aujourd'hui en temps dedans de lancer un médiathèque. Mais par contre, il y a plein d'opportunités sur plein de catégories de produits différents. Donc finalement, c'est à vous de les trouver. Moi, ce que je dirais sur la bonne méthode de lancer un média content commerce aujourd'hui, c'est de finalement pas trop se prendre la tête avec la partie content commerce. On peut se dire qu'on travaille seulement avec un ou deux e-commerçants et pas beaucoup investir de temps sur la partie affiliation, gestion des comptes, tracking, etc. pour vraiment le focaliser sur le contenu, sur la production du contenu. Je pense que le fait de mettre en place du contenu de qualité sur la catégorie de produits qu'on souhaite adresser et va développer l'audience. Au fur et à mesure, ça permettra de développer plus de sujets sur le média. Et après, seulement quand on aura une base d'audience solide, qu'on aura vraiment développé une niche pertinente, bah, c'est là où on va pouvoir challenger plus d'annonceurs, plus de plateformes pour améliorer la monétisation de ces pages. Mais c'est vraiment pas la priorité. Je pense que c'est l'erreur que font beaucoup de personnes quand ils se lancent dans le content commerce, à se dire que je vais ouvrir un compte chez toutes les plateformes, chez tous les annonceurs, je vais mettre en place une techno comparateur de prix dès le début. Ah, ça, c'est des choses qui sont compliquées à faire. Et moi, je dirais que la priorité, c'est de vraiment de lancer une stratégie éditoriale, un positionnement éditorial du média, des protocoles de test, si on a envie de tester des produits, de se dire qu'est-ce qui n'est pas fait aujourd'hui sur les catégories de produits que je vais adresser, comment je vais pouvoir apporter de l'innovation, une valeur ajoutée éditoriale, comment je vais faire du contenu que j'ai envie de lire en fait. Ça, c'est le plus Mm. important. Et le contenu que j'ai envie de lire, il va se référencer tout seul. Faut pas non plus perdre trop de temps à faire des optimisations SEO à gauche et à droite. Le trafic viendra tant que le contenu est pertinent en fait. Donc à mon sens, voilà, dans un premier temps, bah, identifier une catégorie de produits qu'on aime bien, parce que moi je parlerai pas tous les jours d'un truc que j'aime pas ou qui m'intéresse pas, c'est pas le but. Voilà, nous on est des fans de nouvelles technologies, on l'a été dès le début en fait, et je le suis toujours. Hein, euh, donc voilà, trouver une catégorie de produits qu'on aime bien, se focaliser sur mettre en place une production éditoriale pertinente et après seulement arriver avec des sujets d'optimisation, des sujets de monétisation qui sont clairement secondaires si on est amené à lancer un média aujourd'hui. Mm. Ok, donc c'est développer l'audience, la relation de confiance avec cette audience, du beau contenu, et ensuite la monétisation vient dans un second temps. Exactement. Ouais.
Plus je parle à des entrepreneurs ou des opérateurs dans le monde des médias, plus je me rends compte que c'est vraiment un jeu de patience. C'est très long en fait de développer une audience qualitative qui est prête à suivre tes recommandations, etc. Et c'est vrai que ça se travaille. Alors avant, c'était beaucoup par le format écrit. Là, on a beaucoup parlé de vidéo. Est-ce que toi, si demain tu devais lancer un média, tu commencerais par un site ou tu ferais vidéo first et après tu aurais un site mais qui serait secondaire juste pour mettre les informations comme les liens pour acheter les produits, etc. Ou est-ce que tu te dis ah non, le site a toujours de l'avenir? Bah, alors c'est une bonne question. Honnêtement, je me la suis pas vraiment posée. Mais en tout cas, pour rebondir sur l'audience, effectivement, l'audience c'est vraiment un sprint. C'est vraiment un marathon. Au contraire, c'est pas un sprint. L'audience, ça s'acquérit sur le long terme. Et quelque chose que même des gens qui travaillent depuis des années dans les supports, dans l'univers des médias oublient parfois, c'est que ça se perd aussi très vite une audience. Si demain on perd la confiance de notre lectorat, l'audience peut très vite chuter. J'ai vu de très nombreux le support malheureusement disparaître au fur et à mesure des années, ce qui pouvait avoir une stratégie de monétisation un peu trop violente au point de toucher la ligne éditoriale. Et ben aujourd'hui, c'est des supports qui ont vraiment perdu en audience. Donc tous les efforts qui sont faits pour aujourd'hui fidéliser une audience doivent être vraiment maintenus dans la durée. Et il faut vraiment voir les médias comme vraiment un marathon. Hein. C'est comme si on lançait un support papier aujourd'hui et qu'on acquiert sa base d'abonnés au fur et à mesure. Les médias sur Internet, c'est exactement la même chose en fait, sauf qu'on est devant un écran. Après, pour rebondir sur le fait, est-ce que je pense que les sites ont encore un avenir? Oui, sans aucun doute. Si aujourd'hui je devais lancer un média, c'est un site écrit. À titre personnel, moi, depuis que j'ai 10 ans, je pense, j'ai envie de travailler dans les médias sur Internet. À l'époque, je voulais être webmaster parce que c'était le seul mot que j'avais trouvé qui pouvait définir cette activité. Et c'est quelque chose que je me vois faire bah, voilà, le plus longtemps possible. Donc oui, si je lance, si je devais euh, faire cette aventure demain, effectivement, ça serait plus sur la partie média écrit, parce que je pense que ça a toujours une très forte valeur ajoutée. Et puis bon, voilà, on disait qu'avec la télé, on n'allait plus lire les journaux sont encore là. On disait qu'avec l'arrivée d'Internet, bah voilà, on allait passer notre temps à regarder des vidéos. On n'a jamais eu une audience aussi forte sur nos médias. Donc bon, je pense que il faut finalement toucher tous les médiums possibles, mais le contenu texte a un grand avenir devant lui et on le voit avec des outils bah, comme ChatGPT qui sortent du texte. Donc même les outils par IA restent sur ce média. Avant de clôturer la partie sur le content commerce, est-ce que tu peux nous décrire un peu ta journée type ou est-ce que c'est mission impossible? Alors, Qu'est-ce que tu fais chaque, tellement de grandes choses chez Humanoid chaque journée est très différente, hein, bien sûr. Moi, j'aime bien commencer assez tôt pour bah, lire mes mails à tête posée, parce que le meilleur moment où on reçoit pas de mails, c'est le matin. Donc, j'aime bien commencer voilà assez tôt avec un petit café à parcourir les mails que j'ai pas pu lire les derniers jours. Après, assez rapidement, j'essaye de regarder un peu l'audience de la journée d'avant, les performances des supports, de voir s'il y a eu des opportunités qui se sont créées. Et puis bah après, la suite va vraiment dépendre des journées. Ça peut être des réunions pour mettre en place des nouveaux projets, de la veille aussi technologique, parce que dans mon poste, même si aujourd'hui bah, j'écris pas d'article, pour moi c'est important que je connaisse de quoi on parle. Donc j'aime vraiment être au courant des nouvelles technologies et des innovations qui sont apportées sur le marché. Ça peut être bah, voilà des suivis de différents projets ou l'émergement d'idées, de voilà comment dire, la soirée d'avant, j'ai une idée, j'ai envie d'appeler quelqu'un pour qu'il me la challenge un peu, pour voir si c'est quelque chose qu'on pourrait développer ou non. Et inversement, quand j'ai quelqu'un de mes équipes qui vient me voir pour me soumettre une idée, bah, j'aime bien voilà le challenger pour voir si c'est une idée qui pourrait fonctionner et si oui, bah, assez rapidement lui permettre de travailler dessus. Donc voilà, là-dessus, chaque journée est différente et bien sûr après beaucoup de relations avec à la fois en interne
interne, donc que ça soit avec les rédactions, beaucoup de points avec elles, aussi avec nos équipes techniques pour la mise en place de nouveaux projets, avec les équipes commerciales aussi pour leur apporter une expertise sur on va dire toutes les opérations orientées autour de la performance qu'on peut faire. Donc, ils sont vraiment pensés pour séduire une audience sur des produits ou des services, ou avec nos partenaires, où je suis aussi extrêmement proche des plateformes d'affiliation et des différents partenaires qui nous accompagnent au quotidien. J'essaie de faire régulièrement des points avec eux. Donc voilà, chaque journée est très différente, on va dire, mais finalement, elle se déroule sur ces grandes lignes. Top. Ok, bah, je crois qu'on a fait un bon tour de l'univers Content Commerce. Et tout à l'heure, tu mentionnais le Black Friday. Je pense que ça serait super intéressant j'aimerais beaucoup faire un épisode avec plusieurs invités de plusieurs médias différents sur comment sont gérées les grosses périodes de promo comme le Black Friday. Parce que je sais que pour avoir travaillé un peu dans le secteur, c'est vraiment un événement, tu peux pas le rater en fait. Et il y a beaucoup de pression. Alors, est-ce que ces dernières années, moi j'ai quitté un peu le jeu là du content commerce il y a 2 ans déjà, mais à l'époque c'était vraiment c'était le gros boom quoi. Est-ce que là tu remarques que sur des événements promo, euh, l'enthousiasme, l'engouement des internautes tend à être toujours aussi fort, ou est-ce qu'il y a un petit peu un ralentissement parce que trop de promos, tout le temps des périodes de soldes, de promos, de ventes flash, etc. Qu'est-ce que vous constatez chez Humanoid? Alors, pour nous, on est vraiment sur, que ce soit le Black Friday ou les différents événements commerciaux, c'est des événements qui sont incontournables sur nos supports. Et aujourd'hui, non, on va pas avoir de baisse particulière sur ces événements-là. Au contraire, on va avoir des événements qui s'étendent dans la durée. Donc, c'est le cas du Black Friday où historiquement c'était une journée, après c'était un week-end, maintenant c'est une semaine, 2 semaines, on sait pas trop. Mais voilà, c'est des événements qui s'étendent vraiment sur la durée, où on se dit aussi que finalement c'est des marathons, mais c'est pas des sprints, hein. Je reprends cette petite expression. Donc oui, non, on va avoir toujours un intérêt fort. Après, on va voir effectivement de plus en plus des promos très intéressantes qui peuvent se mettre en place hors événement commercial. Donc de manière ponctuelle, on va voir un e-commerçant qui va sortir un super PC avec un top rapport qualité-prix, et c'est pas parce qu'on n'est pas en période de Black Friday qu'on va pas le relayer en urgence sur nos supports, parce que ça a été tout le temps notre valeur ajoutée. Ce qui a évolué sur le Black Friday chez nous, c'est qu'on est beaucoup plus préparé qu'avant. Historiquement, le Black Friday, voilà, on recevait les offres le jour même, on va dire, des marchands. Et ils se rendaient pas compte de tout le travail que ça nous demandait de préparer du contenu en amont, à la fois de sélectionner les produits qu'on a envie de relayer chez les différents marchands chez qui on travaille, et ça peut faire beaucoup de produits, mais aussi voilà, écrire les articles. Écrire un article, ça se fait pas en 2 minutes. On a besoin de se renseigner sur le produit, on a besoin de se renseigner sur l'offre, on a besoin d'être sûr de ce qu'on écrit, puis de relire les articles, les programmer, etc. Enfin, il y a un vrai travail de production de contenu qui demande du temps. Et aujourd'hui, ça, c'est quelque chose que nos partenaires ont bien compris, et peuvent aujourd'hui nous communiquer les offres beaucoup plus en avance. Et nous, ça nous a permis de se structurer aussi pour être en capacité quand il y a un événement commercial qui arrive, d'avoir les équipes prêtes pour justement faire ce travail de sélection, de production du contenu, voire même de production vidéo, parce que c'est quelque chose qu'on développe beaucoup sur des événements comme le Black Friday, et ça demande encore plus de temps d'écrire des scripts, après de monter la vidéo, etc. Enfin, et finalement, donc c'est vraiment ça que j'ai vu évoluer chez nous, c'est toutes les optimisations dans nos process qu'on a pu mettre en place pour anticiper les événements commerciaux en amont, pour voilà, le jour où ça commence, qu'on puisse avoir une quantité de contenu de qualité importante à délivrer à nos lecteurs. Est-ce que vous faites des recrutements spontanés pour les gros événements comme le Black Friday pour vous aider justement dans le tracking des prix, dans le tracking des deals, mettre à jour le site, ou est-ce que vous faites tout en interne avec les équipes actuelles? On fait les équipes qui travaillent sur Black Friday sont les mêmes équipes qui travaillent au quotidien sur nos supports. La seule différence, c'est on va dire sur les temps de production. Quand on va avoir, on va dire, les équipes bon plan qui vont faire 100% de production quotidienne sur hors Black Friday par exemple. Black Friday, ils vont faire par exemple les jours avant 50%, et 50% c'est de la préparation du Black Friday. Donc non, c'est les mêmes équipes. C'est juste que les process de production sont optimisés pour anticiper l'arrivée d'événements, mais finalement c'est ce qu'on voit dans n'importe quelle rédaction, hein. Ok, très bien. Écoute, on va clôturer la partie content commerce pour passer au sujet qui fâche, les évolutions récentes de l'algo Google.
et de comment ça va impacter les médias. Alors, tu as encore une fois, tu as une voix un peu, tu as une double casquette parce que tu es le représentant du content commerce au CPA. Est-ce que tu peux en dire deux mots juste avant d'attaquer le sujet? Ça permettra de donner un peu de contexte. Oui, bien sûr. Déjà, dans un premier temps, le CPA, donc c'est un syndicat professionnel des acteurs du marketing à la performance sur le marché français. Donc, dans le CPA, on va retrouver ce qu'on appelle des éditeurs. Donc, ça peut être des médias, des sites de cashback, des sites de couponing, enfin tous les leviers qu'on va retrouver sur le marché de l'affiliation. On va aussi retrouver des éditeurs sur la partie email, des éditeurs B2B. Enfin, on va vraiment avoir un panel important finalement d'apporteurs de trafic sur les leviers affiliation. On va également avoir les plateformes d'affiliation et pratiquement toutes les plateformes d'affiliation qui sont membres du CPA et pour la plupart membres fondateurs aussi, hein, parce que le CPA à la base c'était le syndicat des plateformes et qui s'est étendu aujourd'hui à d'autres sujets. Et on va avoir aussi tout un panel de l'écosystème qui gravite autour de l'affiliation et aussi du content commerce. Donc ça peut être des solutions techniques, ça peut être des solutions de tracking, ça peut être des agences de production, donc qui disposent pas forcément de support, mais qui ont des ressources pour apporter une valeur ajoutée au marché. Et le fait d'avoir tout cet écosystème qui gravite au- autour du syndicat, c'est une vraie opportunité. Je pense pas que ça existe dans d'autres pays, ou alors je le connais pas. Et c'est vraiment une chance qu'on peut vraiment mettre en place des sujets communs. Récemment, on a mis en place, par exemple, le book des acteurs du content commerce. Donc, c'est un document de référence qui va justement référencer les différents acteurs qui font du content commerce en France, que ce soit des supports, des médias, des éditeurs. On va voir pratiquement tous les éditeurs qui font du content commerce en France qui sont répertoriés dans ce même document et avec leurs audiences, avec comment ils travaillent l'affiliation, avec les modèles économiques, avec des descriptifs de leurs supports. Ça, pareil, je pense que ça n'existe pas aujourd'hui. Ça n'existait pas sur le marché même international, un document où on va avoir plein de médias qui vont figurer avec leurs audiences, etc. À ma connaissance, ça n'existait pas. Et du coup, ça permet de mettre en place, voilà, plein de beaux sujets comme celui-ci, pour promouvoir le marché du marketing à la performance. Et c'est une vraie opportunité de pouvoir travailler sur ces sujets-là. C'est super intéressant que tu aies cette double casquette parce que justement tu es en contact avec d'autres éditeurs, avec des partenaires et donc tu as une vision assez globale du marché, de la situation. Quel est selon toi le futur et peut-être pas le futur mais les évolutions à venir sur la partie search avec Google Overviews, si tu peux nous en dire un peu plus, parce que tu as publié encore une fois un article, on mettra le lien en description sur le JDN, Journal du Net, par rapport à ça, et pour expliquer comment les médias vont potentiellement souffrir de ces nouvelles mises en place. J'imagine qu'il y a aussi plein d'opportunités qui vont découler de ça, ou tu es plutôt du côté pessimiste et tu te dis ça sent pas bon. Quelle est ta vision? Alors, sur ces sujets d'intelligence artificielle conversationnelle qui vont arriver sur les moteurs de recherche, comme c'est déjà le cas aujourd'hui sur Bing ou sur Quant, et comme ça sera bientôt le cas en France avec Google AI Overview, on est quand même assez pessimiste hein, sur cette partie-là. On est aujourd'hui sur un marché du contenu qui est porté par de très nombreuses sociétés qui ont tous des avis différents sur des sujets. Enfin, une pluralité de l'information qui est indispensable dans le contenu sur Internet. De base, enfin, on est sur un modèle d'open web, donc n'importe qui peut écrire ce qu'il veut sur Internet, mais aujourd'hui, les audiences se sont consolidées autour d'acteurs forts pour venir voilà apporter une expertise sur différents sujets de société tout simplement. Et ces sujets d'aujourd'hui de génération de contenu sur les moteurs de recherche, c'est des choses qui nous inquiètent aujourd'hui en tant que groupe média, mais aussi en tant que marché du contenu, parce que déjà on a, à ma connaissance, jamais donné notre autorisation pour que des outils d'intelligence artificielle s'entraînent avec nos contenus. Tous ces entraînements d'intelligence artificielle, ça s'est fait un peu dans le dos des éditeurs et des producteurs de contenu, hein, tout simplement au sens large.
marge. Quand on voit des Google monter des deals à plusieurs millions avec des acteurs comme Reddit pour justement venir entraîner de l'intelligence artificielle sur du contenu généré par des utilisateurs, on se dit que finalement, où est-ce qu'on retrouve du contenu de qualité aujourd'hui? C'est chez les médias. Donc pourquoi ils n'ont pas commencé à avoir ces discussions avec nous il y a quelques années? Ça on s'interroge. Quelque chose qui nous interroge, qui nous interpelle aussi, ça va être l'absence d'opt-out aujourd'hui. Si on ne veut pas remonter dans AI Overview, on peut, mais ça veut dire qu'on ne référence plus nos contenus sur Google. Là, on parle pas d'un opt-out qu'on pourrait mettre en place. Juste, je ne veux pas être que mon contenu soit repris et intégré dans AI Overview, c'est l'opt-out. AI Overview est dans la recherche Google, donc si je veux en sortir, je sors de la recherche Google. Donc en tant que média, juste, je n'existe pas aujourd'hui. Hein. Google, Bien encore une fois, sûr. c'est 90% de part de marché, c'est une vraie situation de monopole sur le marché de la recherche, sur l'open web. En tant que média, on peut pas se dire, voilà, on n'en fait plus partie. C'est comme si un acteur de l'agroalimentaire dirait, bah, je me passe des supermarchés. Ce n'est pas possible. Donc, et donc aujourd'hui, c'est des acteurs qui sont identifiés dans des situations effectivement de monopole, qui sont identifiés comme des gateways, comme des gatekeepers auprès de l'Union européenne, et de nombreuses régulations se mettent en place sur ces sujets-là. Donc ça peut être des régulations comme le DMA qui sont sorties récemment, donc des régulations que nous on encourage, de vraiment voilà, instaurer un cadre juridique à ces gatekeepers pour leur permettre de pas pouvoir dévorer des marchés comme ça du jour au lendemain. On se souvient de l'arrivée de Google Shopping il y a quelques années en France. Tous les comparateurs de prix ont vu leur résultat chuter drastiquement, tout simplement parce que Google a souhaité mettre en place son propre comparateur de prix, qui en plus était quand même assez bancal au début, hein, comparé au comparateur de prix historique, surtout en France. Donc, mais voilà, aujourd'hui, ils ont la majorité de l'audience, donc la problématique se pose à ce niveau-là. Sur iOverview, ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est que on est dans une logique de zéro clic, c'est-à-dire qu'on va taper sa question sur Google, la réponse va être apportée. Google met en avant que ça va réaliser plus de trafic. Moi aujourd'hui, j'ai la réponse au contenu qui est finalement extraite des supports et éditeurs sur Google. J'ai pas forcément de réaliser un clic derrière, hein, ça serait juste une perte de temps. Donc Google ne met plus en avant ça, ils mettent maintenant en avant que c'est un clic plus qualifié. Ok, mais si j'ai 1% de l'audience, forcément qu'elle est plus qualifiée, mais ça reste 1% de l'audience que je monétise à 1% de son potentiel actuellement. Et pour finir là-dessus, je vais mettre en avant aussi la pluralité de l'information et son indépendance. Aujourd'hui, AI Overview intègre des espaces Google Shopping, donc les cartes qu'on connaît bien aujourd'hui sur les marchés où l'outil est déployé. On va avoir du coup voilà des cartes shopping qui vont s'intercaler entre les réponses. La problématique aujourd'hui, c'est que tous les produits ne remontent pas sur ces cartes-là. Je vous encourage à taper meilleur smartphone sur Google, vous ne verrez jamais un iPhone remonter, tout simplement. Alors je sais pas parce que je sais pas pourquoi, j'ai jamais eu la raison en tête. C'est peut-être tout simplement aussi Apple qui ne souhaite pas être référencé sur les iPhones sur Google Shopping. Mais la réalité est que du coup demain, on retrouvera jamais un iPhone remonté sur des requêtes associées à quel est le meilleur téléphone. Moi, je pense pour beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de personnes considèrent les iPhones comme étant les meilleurs téléphones. Bon, chacun est libre de se faire une opinion, mais c'est ce qui fait la pluralité de l'information. Aujourd'hui, si ces cartes Google Shopping, si ces recommandations n'intègrent pas tous les produits, parce que voilà, il faut être référencé sur Google Shopping avec des coûts qui peuvent être très importants, hein, pour des annonceurs, ça pose un vrai problème aujourd'hui aussi sur la recommandation de produits, sur les résultats générés par intelligence artificielle. Donc, donc voilà. Globalement, on se montre assez inquiet. Moi, je vois assez peu d'opportunités, honnêtement, émerger de ça. Moi, je vois beaucoup de personnes qui disent, voilà, je vais optimiser mon contenu pour qu'il soit repris avec l'intelligence artificielle. Alors bon, déjà, je sais pas trop ce que ça veut dire aujourd'hui. Hein. Peut-être que je suis tout simplement en retard sur ces sujets-là. Mais moi, je vois juste un acteur mettre en place, voilà, un outil, enfin, de devenir finalement producteur lui-même de contenu à partir d'un contenu qu'il n'a pas créé, qu'il n'a pas l'intention de payer et qui peut être sur le point de détruire un marché. Donc, comment fera Google pour générer du contenu demain s'il n'y a plus personne qui écrit le contenu à l'origine? Google va venir entraîner son contenu sur du contenu qu'il a lui-même généré. Enfin, on va se retrouver dans une boucle infinie qui ne fonctionne pas et qui va faire émerger des hallucinations comme on les connaît bien sur les intelligences artificielles. Donc, c'est pour ça que moi, j'appelle aujourd'hui les régulateurs à venir enquêter sur ces sujets-là parce que ça arrive, c'est déjà déployé sur énormément de marchés
Et aujourd'hui, il y a assez peu de réponses qui sont possibles en tant qu'éditeur, en tant que CPA sur ces questions-là. Et est-ce que c'est le point de vue des autres éditeurs? Tu dis qu'il y en a qui considèrent qu'il y a des opportunités effectivement pour surfer sur l'IA, etc. Alors, Euh, chacun a sa propre opinion, hein. Moi, je parle en mon nom, bien sûr, hein, sur ces inquiétudes, comme c'est les mêmes que j'avais exprimées au JDN sur justement l'arrivée d'AI Overview. Après, effectivement, ces inquiétudes sont partagées par de nombreux confrères. Moi, j'en parle très régulièrement avec des confrères proches, que ce soit dans le milieu des nouvelles technologies ou non, notamment au sein du CPA. Et tout le monde, enfin pour la plupart, tout le monde me partage ses craintes et partage cette opinion sur ce déploiement massif d'intelligence de contenu conversationnel. Donc non, là-dessus, je suis pas le seul à partager ces craintes, mais là, bien sûr, je parle en mon nom. Après, oui, j'ai aussi vu d'autres personnes qui m'ont fait émettre comme quoi ça pourrait être d'autres opportunités, que le web évolue tout le temps. Oui, effectivement, le web évolue tout le temps. Toutes les évolutions de Google n'ont pas été très, très positives, hein, historiquement. Je vais prendre l'exemple de Google Shopping, je vais prendre l'exemple de Google Flight, ou même sur mon plus loin, Google Maps, hein. Moi, j'entendais plus parler de Mappy après l'arrivée de Google Maps, par exemple. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais ça a des effets concrets, hein. C'est une situation de monopole. Donc oui, ça va forcément faire émerger des opportunités, mais moi aujourd'hui, j'ai un peu de mal à voir lesquelles. et donc demain, si votre trafic organique prend une grosse claque à cause de ça, vous avez pas forcément de réponse ou d'idée comment réagir par rapport à ça. Eh ben, c'est des sujets sur lesquels on travaille activement, hein. C'est aussi pour ça qu'on s'est développé beaucoup sur la vidéo pour être, on va dire, pas dépendant d'un seul levier aujourd'hui de production et d'acquisition d'audience. Donc voilà, on mène beaucoup de réflexions sur ces sujets-là. Après, aujourd'hui, voilà, si aujourd'hui Frandroid perd 80% de son audience du jour au lendemain, enfin 80% de l'audience chaude, effectivement, ça fera un sacré trou dans la raquette. On devrait y répondre. Moi, je pense très bien que Google a envie de s'approprier une partie du trafic froid, donc tout ce qui va être des recherches sur le moteur de recherche. Et il y a beaucoup de médias aussi qui sont plus regardant leur audience chaude, donc l'audience qu'ils vont générer via Discover, via Google News ou d'autres leviers d'acquisition d'audience. Je pense que Google va tout mettre en place pour générer plus d'audience chaude, et c'est ce que va regarder les médias. C'est ce qui va leur permettre de survivre euh, dans ce nouveau contexte compliqué. Mais pour beaucoup de médias, l'audience froide, c'est celle qu'on utilise le mieux aujourd'hui, hein, parce qu'on est sur des requêtes qualifiées, on est sur des audiences qui ont exprimé un besoin et on a produit du contenu pour y répondre. Et ça, là-dessus, je pense que c'est quelque chose sur lequel finalement on doit se battre en fait pour le conserver. Parce qu'aujourd'hui, le contenu qui va être sur AI Overview, encore une fois, c'est du contenu qui va scraper et qui va venir des sites en eux-mêmes. Donc moi, je suis totalement en opposition avec la direction que prend ces sujets-là. Ok. Bah, écoute, à suivre. En tout cas, ça sera super intéressant de voir comment ça évolue. J'espère dans le bon sens et je suis sûr que de toute façon, vous trouverez des solutions par rapport à ça. D'où l'intérêt d'avoir des marques médias très fortes. Quand on parle Frandroid, on sait de quoi il s'agit. Mademoiselle, euh, c'est le cas pour beaucoup de médias qui sont là depuis longtemps et qui seront là encore, je pense, sur des années et des années. Je pense que l'aspect marque est bien sous-coté parfois pour les nouveaux entrepreneurs médias qui se lancent, un peu comme pour faire le pont avec ta réflexion sur quand je te demandais les opportunités, tu disais attends, calme-toi avant de lancer de la monétisation, développe ton audience, la confiance, etc. Et c'est pas très sexy comme conseil parce que c'est long, c'est fastidieux, mais c'est vraiment essentiel quoi. C'est vraiment essentiel et c'est ça qui fait un groupe média et des marques médias fortes et qui peuvent avoir du succès encore une fois et être résilients par rapport aux éléments qu'on peut avoir de Google ou de l'IA qui arrive fortement dans ce secteur. Super Oui, intéressant. totalement. Et puis, finalement, quand on regarde l'historique aujourd'hui des médias qui marchent le mieux, on voit qu'à chaque fois, c'était des vrais passionnés qui les ont lancés et qui ont pu développer ces sujets-là. Donc, si on a lancé un média demain, on doit être soi-même passionné, soi-même avoir envie d'écrire sur tel ou tel sujet. Donc, je pense effectivement que c'est quelque chose d'indispensable.
Mhm. Il y a un sujet qui, alors on peut peut-être l'aborder rapidement, mais qui me paraît très intéressant également. Je suis beaucoup tout ce qui est la création de contenu, tu sais, les nouveaux médias qui se lancent en mettant beaucoup en avant les créateurs de contenu. Tu connais le site, le média Le Crayon, par exemple. Euh, tu en as entendu parler, vraiment les fondateurs et les cofondateurs se mettent beaucoup en avant, et c'est beaucoup le personal branding en fait qui joue. Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de développer chez Humanoid, d'avoir des journalistes un peu stars qui ont une vraie personnalité, comme des youtubeurs ou des influenceurs entre guillemets, pour vraiment arriver à créer encore plus de connexion avec votre audience, ou vous souhaitez, c'est pas une priorité pour l'instant? Alors c'est une très bonne question. Effectivement, c'est indispensable de venir, alors notamment sur la vidéo, de devenir incarner en fait le média. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médias qui ont compris cette stratégie et qui ont vraiment développé des profils forts sur leur levier vidéo. Et c'est aussi notre cas depuis de très nombreuses années. On a eu l'occasion de développer notre chaîne YouTube avec Arnaud, qui est aujourd'hui l'image de Frandroid sur YouTube, sur TikTok, sur Twitch aussi. Et ça va vraiment être bah voilà l'image, c'est à la fois notre responsable vidéo, donc c'est lui qui a monté tout le projet studio, mais aussi l'image forte du média. Et donc il va venir vraiment incarner bah, tous les contenus qu'on met en place sur Frandroid. Et on va aussi avoir, j'aimerais dire, des invités récurrents. Bah, notamment tous nos journalistes qui testent nos produits aujourd'hui se sont créés aussi une entité forte. Quand on va voir des essais automobiles, bah, chez nous on va voir Vincent. Quand on va voir des tests de smartphone, on va voir Edouard. Et en fait, il y a, bah, on le voit de par nos commentaires YouTube ou Twitch, nos lecteurs viennent aussi pour voir ces personnalités-là qui sont bah, avant tout des experts et des personnes avec qui c'est enfin, qui sont très intéressantes à écouter, parce qu'ils connaissent très très bien les sujets dont ils parlent. Et on parle à des audiences technophiles, on parle à des audiences qui sont demandeuses de ce type de contenu. Donc aujourd'hui, les voir, enfin voir des personnes incarner bah, ce qu'ils aiment et transmettre des compétences expertes, bah, je pense que ça leur parle et ça nous permet de vraiment fidéliser une audience sur ces médiums, sur ces nouveaux médias. Ok, super. On va passer aux questions de fin. Allez. C'est parti. Est-ce qu'il y a un outil ou un service que tu rêverais d'avoir qui faciliterait ton boulot là chez Humanoid et qui n'existe pas encore? C'est une bonne question. Un outil de rêve que j'aimerais avoir. Un outil qui trie mes mails. Ça serait incroyable, hein. Un bon outil. Ça doit sûrement exister. Je l'ai pas trouvé encore. Moi, je fais plein de règles à la main. Je reçois à peu près 200 mails par jour. Donc, effectivement, ça serait vraiment pas mal d'avoir un outil qui trie mes mails en fonction du degré d'importance. Je l'ai pas trouvé. Si quelqu'un en connaît un bien et peut me l'envoyer sur LinkedIn, ça serait avec un très grand plaisir que je l'essaierai. Top. Tu reçois 200 emails hors parce que quand on gère un site média, on reçoit aussi beaucoup les communications des plateformes. Ça comprend ces communications-là, ou c'est des emails vraiment qui sont adressés à toi, Clément, pour Ça va être à moi ou à mes équipes, donc ça peut être des mails en interne, ça peut être des mails où je suis juste en copie pour suivre différents sujets, mais effectivement je reçois une quantité de mails très importante. Bon après ça fait longtemps que je suis dans l'entreprise, donc c'est aussi normal, mais c'est vrai que je suis convaincu que je pourrais aller plus loin là-dessus sur l'optimisation de mon temps à traiter des mails, donc voilà. Si vous avez des recommandations à me transmettre, on va je essayer serais de te trouver un fortement outil. preneur. Ça va être trouvable. Quel est selon toi le futur des médias digitaux? Alors quand je dis futur des médias digitaux, pour un peu recentrer la question, c'est les médias type ceux que vous éditez chez Humanoid. Question un peu compliquée, mais vu que tu es depuis pas mal de temps dans le milieu, tu dois quand même avoir une petite idée de là où ça va aller. Bah, je pense que voilà, je reviens dessus sur le content commerce. Le content, c'est pas que de l'écrit, donc à mon sens, les sujets vidéo vont de plus en plus se développer. Peut-être que demain on va voir des sujets content commerce en podcast, je sais pas. Peut-être qu'on va avoir des médiums qu'on ne connaît pas encore à base de casques de réalité virtuelle ou autre qui
qui vont se développer demain. Donc on sait pas de quoi l'avenir est fait. Moi, ce que je suis sûr, c'est qu'on restera sur notre créneau de contenu de qualité. Donc le contenu, on peut le prendre sur plein de façons différentes. Les prochaines restent à inventer. Ok, super. Quel est le média ou le groupe média qui t'inspire le plus? Il y en a deux. Le premier, ça va être Vox Media, qui est un groupe américain qui édite notamment The Verge et qui a énormément de production vidéo de grande qualité aussi. Pour beaucoup de journalistes tech, ça reste un média de référence depuis très longtemps, qui est expert sur de nombreux sujets de société numérique. Et ça reste un média qui est très plaisant à lire, que je consultais plusieurs fois par jour à titre personnel. Et sur la recommandation de produits, je vais dire Airthings, qui est pour moi un des vrais médias de référence, notamment sur les sujets audio et vidéo, qui met en place des protocoles de test incroyables sur la télé, sur des haut-parleurs, des casques, etc., avec des micros tridimensionnels qui permettent de mesurer un rendu sonore dans des pièces fermées ou des courbes de fréquence. Enfin, c'est du vrai contenu expert qu'on va retrouver sur ces sujets-là et je sais que enfin pour moi c'est une vraie source d'inspiration sur tous ces sujets de recommandation de produits et pourtant c'est pas un média qui est super connu mais il mériterait vraiment à l'être plus. Écoute, on mettra les liens en description, encore une fois. Je connaissais pas, tu vois. Je suis peut-être pas assez Bah comme geek. quoi. Super, merci. Quel est le média que tu rêverais de lancer si demain tu as l'opportunité de lancer un média de zéro? J'aimerais bien lancer un média sur le jeu vidéo. C'est peut-être un peu classique, mais je trouve qu'aujourd'hui, bon, c'est un marché qui est aussi en souffrance. On le connaît. Les médias sont obligés de se diversifier pour traiter d'autres sujets, mais ça reste un des sujets que j'apprécie beaucoup personnellement. Avant de travailler chez Humanoid, j'étais chez Millennium, qui est un support spécialisé sur le jeu vidéo compétitif, sur l'e-sport, et j'ai beaucoup aimé écrire sur ces sujets-là. Donc sans aucun doute un support sur les jeux vidéo. Après, pour tout ce qui est modèle économique derrière, je pense que ce sera un vrai challenge, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Un vrai challenge parce que le prix d'un jeu vidéo ne couvre pas la commission sur un jeu vidéo n'est pas assez importante. Bah parce que c'est des petits paniers sur la partie affiliation, parce que aussi le jeu vidéo historiquement c'est un milieu qui dépend d'annonceurs pop culture, donc bah forcément des éditeurs de jeux vidéo ou alors des acteurs films et séries qui n'ont pas des enveloppes illimitées, qui dépensent aussi sur d'autres médiums que le contenu. Donc voilà, c'est des supports qui sont, enfin c'est des sujets qui sont un peu compliqués à traiter. Donc il y a beaucoup de très bons supports. Moi je suis un grand amateur de Canard PC par exemple qui fonctionne très bien par abonnement avec à côté du modèle publicitaire classique, bon même si effectivement c'est des sociétés aussi qui ont des hauts et des bas, mais voilà à la fin ça reste du très bon contenu sur le sujet donc voilà à mon sens enfin, il y aura un vrai potentiel à développer ces sujets-là sur de nouveaux médias, mais bon c'est peut-être mon esprit de passionné qui parle en premier. Ok, top. Merci beaucoup. Pour finir, est-ce que tu es à la recherche de partenaires, de contacts? Tu as parlé de recrutement également. Est-ce que tu peux faire ton appel? Ah bah écoute, eh ben, on est toujours à la recherche de partenaires, de personnes pour travailler avec nous, bien sûr. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est échanger avec des personnes qui ont des projets ambitieux, innovants, que ce soit dans l'univers des médias ou que ce soit dans l'univers du content commerce ou même dans les nouvelles technologies. J'ai échangé avec de très nombreux entrepreneurs qui lançaient des nouveaux produits. Et bon, made in France, c'est trop bien. On a des pépites en France. On a des Nintendo, on a des Wizing, on a des boîtes comme Orange qui sont génératrices d'énormément de performances. On a aussi des top talents en France, hein. On voit de très nombreux Français travailler dans de très grands groupes. Moi, un groupe que j'adore c'est très nerd, hein, qui s'appelle ASML, qui a vu son nouveau CEO être un Français. C'est une vraie fierté d'avoir un Français à la tête d'un groupe international comme celui-ci. Donc ouais, moi j'adore échanger avec ces personnes-là. Et si vous souhaitez, bah voilà, travailler pour nous, on a plein de postes ouverts sur Welcome to the Jungle. On prend donc to the Jungle Humanoid. Vous tapez ça, vous tomberez assez rapidement dessus. On prend aussi beaucoup de candidatures spontanées. On a beaucoup de personnes qui ont été recrutées sur des candidatures spontanées chez nous.
moi le premier, donc n'hésitez pas. Et aussi, et bien entendu, si vous souhaitez travailler avec Frandroid, avec Numérama, nous on adore être briefés, mais quand les gens savent pas vraiment, voilà, on aimerait travailler avec vous, mais on sait pas vraiment comment on pourrait travailler ensemble. Moi j'ai un besoin de visibilité, j'ai un besoin de performance, etc. Bah n'hésitez pas à nous solliciter parce que nous ce qu'on adore faire c'est brainstormer. Donc vraiment réfléchir, voilà, on se dit, on connaît votre produit, on connaît vos besoins, et on peut vraiment avec nos équipes très créatives vous proposer des projets qui sont là pour répondre à vos besoins, soit de visibilité, soit de performance, tout en conservant un brand safety qui répond à vos objectifs. Et dans l'ensemble, voilà. Et puis, même si rien n'aboutit, on aurait été très content de pouvoir réfléchir sur ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, humanoid.fr. On a tous les différents points de contact qui sont disponibles sur le site. Donc voilà. Donc, on se montre à votre entière disposition pour échanger sur ces différents sujets-là. Ok, super. Je mettrai également, si tu le souhaites, ton lien vers ton profil, le lien vers ton profil LinkedIn. Ouais, avec grand plaisir. Les gens Je me peuvent tiens, te je me contacter tiens directement. à votre disposition pour échanger sur soit quelque chose que j'ai dit ou des choses que j'ai pas dit aussi. Ok. Ouais, et puis même, je trouve que, enfin, pour avoir échangé avec toi avant, on a fait quelques workshops aussi dans des plateformes chez des plateformes d'affiliation pour présenter le content commerce. T'as un aspect qui va un peu éduquer le marché, donc même si les gens se demandent encore plus, se posent encore plus de questions sur le content commerce, je pense que t'es l'une des personnes pour bien expliquer les choses, comment faire les choses bien, etc. Au-delà d'humanoïde. Et vu que t'es passionné, je pense que voilà, t'es un très bon point de contact pour les annonceurs ou les agences qui se posent des questions encore sur ce format. Bah, merci beaucoup et puis ça fut un plaisir aussi d'échanger ensemble Ouais, durant top. ces nombreuses années quand tu étais un membre fort du content commerce sur le marché français. Super. Bah écoute, merci beaucoup Clément. Et Bah, puis merci à toi, Renaud. bonne continuation. Et puis éventuellement un autre épisode une fois que peut-être vous aurez des nouveautés, tous les secrets. T'as mentionné plusieurs fois le mot secret. Donc une fois que ça sera sorti, n'hésite pas à me contacter et on pourra faire des épisodes. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Clément. Merci beaucoup. Salut.